Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1, les titres de ce journal. Coopération Côte d'Ivoire-Zimbabwe, le président zimbabwéen a répondu à l'invitation de son homologue ivoirien pour la 6e édition de l'Africa CEO Forum. Les deux chefs d'État ont eu une rencontre aujourd'hui avant le retour du président Mnangagwa dans son pays. Le vice-président partage l'expérience ivoirienne lors du 6e Africa CEO Forum. Daniel Kablon-Duncon a évoqué des pistes de solutions afin de combler le manque d'infrastructures sur le continent africain. De la banque à la crêperie, le dossier de ce soir s'intéresse au parcours d'un jeune Ivoirien. Il a quitté son métier dans le domaine bancaire pour se lancer dans la restauration. Tout à l'heure, les motivations et les avantages de ce choix. La haute cour sierra-léonaise a validé la tenue du second tour de l'élection présidentielle. Les préparatifs avaient été suspendus suite à une requête d'un juriste du parti au pouvoir. Le vote a finalement été reporté au 31 mars prochain. Bienvenue dans le journal de 20h sur RTI 1. Il a quitté la Côte d'Ivoire ce mardi soir. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa était sur le sol ivoirien pour la 6e édition de l'Africa CEO Forum. Il était présent avec le président ghanéen aux côtés du président ivoirien. Plus tôt dans la journée, le président zimbabwéen a été reçu par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Le point de cette rencontre avec Viviane Naïma. En fonction à la tête du Zimbabwe depuis le 24 novembre 2017, après la chute du pouvoir du président Robert Mugabe, après 30 ans de règne, le nouveau président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, 75 ans, était lundi aux côtés des présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo à l'ouverture du 6e Africa CEO Forum ici à Abidjan. Une présence qui est la toute première du président zimbabwéen en terre ivoirienne, offrant ainsi l'opportunité aux deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Emmerson Mnangagwa, de jeter les ponts d'un rapprochement entre leurs deux pays. Ce mardi, le président zimbabwéen était reçu au palais présidentiel par le chef de l'État ivoirien. Les honneurs militaires lui ont été rendus à son arrivée, suivis par un long entretien avec le président Alassane Ouattara. Plusieurs sujets ont été évoqués par les deux hommes, notamment l'organisation d'élections démocratiques au Zimbabwe et la relance économique de ce pays qui a accusé un retard de 18 ans, selon le président Mnangagwa. Je ne savais pas que la Côte d'Ivoire avait atteint un tel degré de développement, un tel niveau de développement. C'est une fierté, non seulement pour les gens, pour les Ivoiriens, mais pour les Africains aussi, pour voir ce niveau de développement et la vision pour le futur que ce pays a. Un pays comme le Zimbabwe a accusé un retard de 18 ans par rapport aux autres pays. Et dans notre désir de rattraper le retard et de faire un saut, oui, dans le domaine de l'agriculture, de l'infrastructure, dans le secteur minier et en énergie, et oui, dans tous ces domaines, nous devons voir comment nos frères ont fait des progrès pour pouvoir faire nos bonds en avant. Et nous disons que d'ici 2030, nous voulons être une économie de première classe. Le Zimbabwe est ouvert au business. Nous avons eu un bon entretien. Nous avons insisté sur la transition pacifique qui s'est déroulée au Zimbabwe et qui a permis donc au président Mnangagwa de devenir président en remplacement du président Mugabe, notre doyen. Et j'en ai profité pour lui réitérer toute la gratitude des Africains par rapport au traitement dans la dignité qu'il a réservé au président Mugabe. Mais surtout, nous avons parlé du présent et de l'avenir. Voir comment faire en sorte que le Zimbabwe, qui a un pays qui a d'énormes ressources, un potentiel important, que ce soit dans le domaine agricole ou dans le domaine minier, puisse profiter de cette situation pour améliorer le niveau de vie des populations. Nous avons partagé nos expériences et
je constate que le président est totalement ouvert à faire en sorte que le Zimbabwe soit maintenant une terre d'investissement et que donc un processus politique démocratique, puisqu'il envisage des élections présidentielles en juillet prochain, qui seront donc libres, démocratiques et transparentes. Et je voudrais lui dire à quel point nous sommes impressionnés par sa détermination et par son engagement, non seulement pour la démocratie, mais pour l'amélioration de la situation du peuple de Zimbabwe. Monsieur le Président, toutes nos félicitations et tous nos vœux pour vous et pour le peuple de Zimbabwe. Après sa rencontre avec le chef de l'État ivoirien, le président zimbabwéen a regagné son pays. Ils sont les deux premiers pays producteurs de cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana veulent contrôler le marché. Les présidents des deux pays ont signé un accord afin de parvenir à relever les rémunérations des producteurs. Une véritable révolution pour l'économie cacaoyère de ces deux pays. Adama Kone. L'union fait la force. La Côte d'Ivoire et le Ghana unis pour donner un poids commercial au poids quantitatif de 60% du cacao mondial. Conscients que la richesse se trouve dans la transformation, les deux pays viennent de décider d'encourager l'usinage de leur production nationale. Conséquence directe d'une telle politique, la réduction de l'offre de produits bruts. Toutefois, les productions transformées doivent être écoulées. Il faut trouver des débouchés et le premier marché pourrait être celui de l'Afrique. Le potentiel existe. Tout le continent, représentant 73% de la production mondiale de cacao, ne consomme que 3,4% du chocolat vendu dans le monde. Toute chose qui explique la volonté des présidents ivoiriens et ghanéens de promouvoir la saveur chocolat dans les consommations des Africains et bien au-delà du continent. Tout naturellement, tous ces projets seront portés par le privé, d'où l'appel lancé aux opérateurs à explorer et saisir l'opportunité que représente le secteur de la transformation du cacao. Les chefs d'État ont cependant à l'esprit que l'industrialisation se fera dans la durée. Dans l'immédiat, il faut relever le niveau de revenus des paysans, ce qui explique la nécessité d'harmoniser les politiques de commercialisation. Une sorte d'entente de mise à marché pour doper les prix. Le premier test sera sans nul doute l'annonce concomitante des prix de campagne. Belle saison en perspective pour les producteurs et partant pour l'économie cacaoyère. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan a échangé avec Keiko Honda, la vice-présidente exécutive de l'Agence multilatérale de garantie des investissements MIGA, filiale du groupe de la Banque mondiale. L'entretien a porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette institution. À ce jour, la MIGA a investi environ 300 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Le pays fait également partie des 10 premiers partenaires de la MIGA. Un partenariat qui se verra renforcé, notamment dans les domaines de l'énergie et des transports. L'Agence multilatérale des garanties et des investissements et la Société financière internationale SFI, un autre groupe de la Banque mondiale, ont été reçus par le Premier ministre. Les projets qui étaient sur la table des échanges dans ce reportage signé Gabriel Zani et commenté par Herman Guivet. Une délégation conjointe de la Société financière internationale, SFI, et de l'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA, reçue par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au cœur de leurs échanges, les questions d'investissement, d'assistance technique au gouvernement et aux entreprises publiques et privées. Nous avons eu l'opportunité d'avoir un échange sur nos possibilités d'intervention en Côte d'Ivoire pour soutenir les plans de développement économique et social du gouvernement. Et nous avons eu une réunion très fructueuse. En clair, ce sont des appuis directs et financiers à plusieurs secteurs. Alors nous avons donc évoqué dans ce cadre plusieurs secteurs d'intervention possibles au niveau de la SFI et de la MIGA. Le secteur des transports avec les ports, l'aéroport, le secteur aérien dans son ensemble. Nous avons également évoqué le secteur de l'énergie, où les deux institutions sont déjà présentes et où elles entendent accroître leur intervention dans le pays.
la question de la transformation donc, des matières premières donc, agricoles, principalement donc, le cacao donc, et l'anacarde. Et enfin, nous avons évoqué donc, la question donc, des logements sociaux, où les deux institutions sont prêtes donc, à nous accompagner, donc, et principalement donc, la SFI. Pendant que la Société financière internationale SFI encourage la croissance du secteur privé en mobilisant des capitaux en vue du financement des projets viables, la MIGA garantit les investissements directs du groupe de la Banque mondiale. À la faveur du 6e Africa CEO Forum, le vice-président ivoirien a animé un panel sur le financement des infrastructures en Afrique. Avec ses interlocuteurs, pour la plupart des hommes d'affaires, Daniel Kablan-Duncan a évoqué des pistes de solutions afin de combler le manque d'infrastructures sur le continent. On fait le point avec Mahama Traoré et Alexis Ouedraogo. Si l'Afrique est en retard, c'est en partie à cause de son manque d'infrastructures. Malgré les besoins existants, les investisseurs hésitent souvent à accompagner certains projets. Dans le monde, de manière générale, il y a aujourd'hui des centaines de milliards de dollars qui sont prêts à être investis dans l'infrastructure et qui ne le sont pas. Et les gens, les investisseurs, sont à la recherche de projets. Dans le même temps, on sait qu'en Afrique, il y a un déficit de financement des infrastructures que personne n'est capable d'estimer véritablement, mais qui se chiffre au moins en dizaines de milliards de dollars tous les ans. Face au manque de financement, les États africains ont dû recourir ces dernières années au PPP, partenariat privé-public. Et l'expérience a fonctionné en Côte d'Ivoire. Le vice-président l'a démontré aux hommes d'affaires participants au Africa CEO Forum. Durant l'exercice, Daniel Kablan-Duncan a travaillé à balayer doutes et appréhensions nourries par le secteur privé quant au financement des infrastructures en Afrique. Nous avons souligné que la Côte d'Ivoire, qui est un pays de libéralisme économique, a commencé très tôt de donner au secteur privé un rôle important dans le développement des infrastructures donc, au niveau de la Côte d'Ivoire. Je donnais les exemples par exemple des centrales thermiques avec Azito, avec disons que Cyprel. J'ai donné le cas de l'aéroport d'Abidjan qui est géré par le privé, le pont Henri Konan-Bédié dont 60% appartiennent au privé et 40% au niveau de l'État. Et on veut développer ces éléments-là de manière globale parce que ça permet à l'État de se consacrer sur ce qu'on appelle les investissements régaliens en matière donc de sécurité, en matière disons d'éducation, de santé. Les investisseurs doivent prendre plus de risques. En retour, les gouvernants, eux, doivent garantir la paix et la sécurité. Voilà les solutions du vice-président face aux défis d'infrastructure sur le continent. Daniel Kablan-Duncan a pour finir indiqué que la Côte d'Ivoire a défini un portefeuille de 94 projets de type PPP pour un montant global de 25 milliards de dollars. Lors de ce forum économique international, 10 délégations africaines ont participé à l'initiative compacte du G20. Il s'agit de présenter les opportunités d'affaires de leur pays. Et le ministre ivoirien de l'économie et des finances a mis en exergue les efforts mis en œuvre pour améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Gbangbo. D'une même table, les ministres de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de l'Éthiopie, du Maroc, de la Guinée, du Ghana, du Sénégal, de l'Égypte, de la Tunisie et du Rwanda. Les 10 pays membres du programme compact du G20 avec l'Afrique ont saisi l'occasion du 6e Africa CEO Forum pour promouvoir l'investissement privé dans leurs pays respectifs. Il s'agira ainsi pour nous de vendre les opportunités d'affaires de nos pays auprès des différents acteurs du secteur privé présents à cette rencontre. Toute chose qui devrait permettre de mobiliser les financements nécessaires et aiguiser l'appétit des investisseurs, dont pour certains, l'Afrique demeure encore un terrain inconnu en matière d'affaires. Cette rencontre d'Abidjan se présente comme une étape importante de l'initiative compacte avec l'Afrique du G20 à travers la concrétisation des attentes qui ont motivé cette initiative. Les participants ont présenté les différents secteurs et projets porteurs dans leur pays, ainsi que les efforts mis en œuvre pour améliorer le cadre macroéconomique et l'environnement des affaires. Les échanges qui ont suivi ont permis aux différents ministres d'apporter des réponses aux préoccupations soulevées par les investisseurs. Le plan compact avec l'Afrique a été mis en place par les pays formant le G20 pour attirer les investissements privés en Afrique.
Au nombre des rencontres qui ont meublé ce 6e Africa CEO Forum, un panel sur la transformation digitale. Le ministre ivoirien de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste a fait une communication sur les politiques et stratégies mises en place par la Côte d'Ivoire dans le domaine des TIC, ce qui a permis au pays de se hisser dans le top 10 du classement de l'indice de développement des TIC en Afrique. Jean-Luc Bangbo. La transformation digitale, une réalité en Afrique. C'est ce qui ressort des échanges tenus au cours de ce panel où experts et professionnels du secteur des TIC ont évoqué les raisons du succès du digital sur le continent. L'expérience ivoirienne a été partagée par le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné. Nous avons aujourd'hui 8 lois qui ont été prises dans le secteur depuis quelques années, qui permettent aujourd'hui de structurer complètement l'activité dans le secteur. Le secteur public doit se mettre en prolongement de l'action du secteur privé. Nous l'avons fait ici avec un projet propre à l'État de Côte d'Ivoire d'extension en fibre optique. Jusqu'à aujourd'hui, ça représente à peu près 200 milliards de francs CFA. En 2013, la Côte d'Ivoire était l'un des derniers pays en Afrique à passer en 3G. Et nous sommes passés en 4G en 2016. Et nous étions l'un des premiers pays à passer en 2016. Donc, les opérateurs n'ont eu que 3 ans pour basculer de la 3G à la 4G. Une stratégie qui a été accompagnée par des mesures fiscales incitatives à l'endroit des investisseurs. Nous avons défiscalisé complètement l'équipement téléphonique, l'équipement informatique. Nous étions à 32% à peu près en moyenne de droits de douane et de taxes. Nous sommes aujourd'hui à 5%. Vous voyez, donc 27% que l'État a décidé de lâcher. Mais ça a permis de faire un bond de plus 60% d'accroissement dans l'équipement d'une année à l'autre. Les propos du ministre Bruno Nabagné-Koné ont été appuyés par le secrétaire d'État en charge du budget et du portefeuille de l'État participant à ce panel. Si la Côte d'Ivoire a réussi sa révolution digitale, le défi est d'arriver à l'imposer dans tous les secteurs. Il faut passer un certain temps important à changer le mindset ou la manière de voir les choses des principaux leaders de ce pays. Et ça, c'est un travail qui est sans fin. Parce que c'est très facile d'avoir des obstacles, mais continuer à demander l'implication de l'ensemble des ministères pour pouvoir y arriver, pour moi, ça, c'est un des ingrédients pour le succès. La Côte d'Ivoire a fortement progressé au cours des 6 dernières années en matière de TIC. Elle figure depuis novembre 2017 dans le top 10 du classement de l'indice de développement des TIC en Afrique, publié par l'Union internationale des télécommunications, UIT. L'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire et l'Union internationale des télécommunications planchent sur les opportunités que présentent les TIC pour le développement en Afrique. Des experts du domaine échangent sur la question. Plus de 1600 participants étaient attendus à cette 6e édition de l'Africa CEO Forum, mais aussi des personnalités du monde économique et politique venues de 60 pays. La rencontre s'est achevée ce mardi. On s'intéresse maintenant au parcours atypique d'un jeune opérateur économique, un jeune homme qui a mis en veille sa carrière de banquier en France pour se lancer dans la restauration ici en Côte d'Ivoire, notamment dans la crêperie. Les raisons de ce choix pour le moins audacieux avec Christelle Ménan. Quitter un emploi sûr et choisir de mener une vie faite d'instabilité et d'incertitude. Une vie d'entrepreneur. Il y a 7 mois, Akadji Bongbadje décide de mettre entre parenthèses sa carrière de chargé d'affaires dans une banque parisienne. Avec un associé, ils ouvrent une crêperie à Abidjan. De banquier à crêpier, itinéraire d'une aventure risquée mais palpitante. C'est sûr que c'était une décision qui n'était pas facile à prendre. Les peurs étaient vraiment là, les peurs, les doutes, les craintes de mal faire. Une décision d'autant plus difficile que de la Côte d'Ivoire, Akadji n'a que des souvenirs de vacances scolaires. Né à Rennes, le jeune Ivoirien grandit en Bretagne. C'est justement cette région qui lui inspire son idée d'entreprise. Depuis un long moment, j'avais mûri l'idée de pouvoir investir dans mon pays. On s'est dit, par la nourriture, on pouvait réunir les deux cultures. La culture bretonne et la culture ivoirienne. Par exemple, on fait une galette à la loco, qui est assez originale, de la banane plantain dans une galette bretonne. Avant de se lancer, les associés ne négligent aucun détail, du concept à l'offre, en passant par le business plan. Ils n'hésitent pas à faire plusieurs voyages pour leurs études de marché. Les crêpes, ce n'est pas une habitude alimentaire ivoirienne. Comment se positionner sur ce marché
et donner aux Ivoiriens le goût des crêpes. On est à l'inverse de la crêperie traditionnelle. On est sur un modèle de restauration dynamique. On est sur un produit accessible. On est sur la beurre sucre qui est à 1000 francs. On ne cache pas nos ambitions, c'est vraiment d'être les leaders de la crêpe en Côte d'Ivoire, mais en Afrique de l'Ouest. Je n'avais pas l'habitude des crêpes. Et là, j'ai découvert le coin et une ou deux fois je suis venue. Et depuis lors, je suis devenue une adepte de la chose. Le district d'Abidjan compte 3 crêperies, des enseignes exclusivement dédiées à cette spécialité culinaire. Akadji et son associé choisissent de s'installer à Abidjan Nord et ils sont les seuls dans cette zone. Mais avant de pouvoir ouvrir leur crêperie, que de difficultés rencontrées. Les premiers obstacles, c'est tout d'abord se mettre à jour au niveau de la fiscalité. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément d'un pays à l'autre, faire venir le matériel. Et c'est pas chose simple quand on n'est pas bien entouré et quand on ne se renseigne pas bien à l'avance. Alors qu'on croit que c'est fini parce qu'on a enfin pu ouvrir, c'est à ce moment que le plus dur commence. Il faut gérer le quotidien de l'entreprise tout en préparant son futur. Une autre carte. Aucune journée ne se ressemble. Un jour, je peux donc aider ici quand il y a du monde. Sinon, je vais rencontrer des partenaires, des fournisseurs. Je rencontre aussi les partenaires alimentaires pour essayer de toujours négocier au plus près les prix. Pour préparer ces crêpes, Akadji s'appuie sur une équipe de 4 crêpiers. Pour les recruter, le jeune entrepreneur s'est tourné vers le lycée hôtelier d'Abidjan. Mais il a aussi dû en former. C'était un métier que je ne connaissais pas. Mon cursus scolaire est carrément différent de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais la curiosité m'a amené aujourd'hui dans la restauration et en tant que crêpier, voilà, je suis content de ce que je fais. On touche au-delà du SMIC et on est vraiment à l'aise. Prendre soin de ses employés, mais aussi et surtout de ses clients. Donc à chaque livraison, je mets un mot de manière à personnaliser et que chaque client se sente unique au restaurant. Des petits mots glissés dans les paquets de livraison. Une présence dynamique sur les réseaux sociaux, émissions télé, séances de dégustation dans les écoles. Il veut démocratiser la crêpe. Le jeune diplômé en marketing sait comment y faire et sait aussi comment s'entourer. En vue, un partenariat avec une boutique de café. Tiens, comment vas-tu, ça va? Ça va et toi? Il y a juste quelque chose que je voulais qu'on regarde ensemble, c'est tout ce qui est street marketing. D'accord, ouais, ok. Non, moi, ce que je me suis dit, c'était de faire un kiosque de 6 mètres carrés, hein, comme elle disait. C'est formidable d'avoir des initiatives comme ça de jeunes Ivoiriens qui reviennent au pays pour créer du business. C'est un produit qui se prête tout à fait au mode de consommation locale rapide et pas cher. Il a toutes les chances d'y arriver parce qu'il a la méthode, la rigueur et il a une très grande capacité à penser loin et à développer le business. Il a vraiment une vision intéressante. Ok, d'accord. Moi, Fin de matinée, petit détour à la maison avant de retourner à la crêperie. Akadji réside chez sa tante durant son séjour abidjanais. Son père n'est plus, mais il sait qu'il peut compter sur sa famille, malgré tout. Même si je ne lui disais pas, ça m'a paru risqué, mais il est important de pouvoir risquer aussi pour obtenir quelque chose. On perd toujours quelque chose avant d'obtenir, donc voilà, il fallait juste l'encourager. Akadji et son associé ont investi plus de 37 millions de francs CFA, empruntés en majorité. Quand on lui demande ce qu'il adviendra en cas de faillite, il nous rappelle son âge, 27 ans. Pour lui, c'est maintenant qu'il a droit à l'erreur. C'est maintenant ou jamais. La session ordinaire de l'année 2018 du Parlement ivoirien s'ouvre le 3 avril prochain. Selon les dispositions de la Constitution, l'Assemblée nationale se réunit désormais en session unique qui s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Cette cérémonie d'ouverture sera marquée par le discours d'orientation du président du Parlement, Guillaume Soro, et ce, en présence des parlements d'institutions et des corps constitués. La grande innovation de cette session est l'entrée en fonction du Sénat, la seconde chambre du Parlement, dont 66 membres ont été élus le week-end dernier. Dans l'actualité politique également, à Toumoudi, le Rassemblement des Républicains rend hommage à une pionnière. Tamini Adjoa Louise, aujourd'hui vice-présidente du parti, a été célébrée pour son engagement et aussi sa persévérance pour le triomphe du vivre ensemble. Kader Sogodogo.
Sa détermination, son engagement auront contribué à la promotion du vivre ensemble dans les départements de Toumoudi et de Djekanou. C'est donc à juste titre que Tamini Adjoa Ngo Louise est célébré par les populations et par son parti, le Rassemblement des Républicains RDR. Merci Tanti Tamini pour ce que tu as fait pour le RDR, pour ce que tu as fait pour les militants et militantes du RDR, mais ce que tu as fait pour la classe politique ivoirienne. Plusieurs intervenants ont apporté des témoignages sur le militantisme hors pair de l'actuel vice-président du RDR chargé de la région du Bélier. Un hommage rempli d'émotions pour celle-là même qui est célébrée. Très souvent, on te rend hommage quand tu es décédé. Je remercie le président Alassane Ouattara. Je remercie tout le monde, mes enfants. Des membres du gouvernement originaires de la région du Bélier qui ont pris une part active à la cérémonie. C'est un hommage tout mérité pour ce qu'elle a sémé, pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle fait pour toutes les populations du Bélier et du district de Yamsokro. Elle a rassemblé les partis politiques, elle nous a guidés, nous les femmes. Elle a instruit les hommes pour que nous allions à la paix. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes là tous ensemble. Il n'y a pas de différence de parti. PDCI, RDR, MFA, PIPC, on est tous ensemble ici pour célébrer la femme qui rassemble. Une cérémonie d'hommage qui s'est très vite transformée en fête populaire, tant la joie était au rendez-vous. La ville de Soubré a vécu des moments difficiles les 5 et 6 février dernier, des événements qui ont poussé le maire à quitter la ville. Aujourd'hui, le calme est revenu, le maire est retourné à Soubré et il appelle à l'apaisement et au renforcement de la cohésion sociale. Mamadou Kouassi. Au plus fort de la crise qui a secoué la ville de Soubré, le maire Lassine Traoré s'est vu obligé de quitter sa localité. Plus d'un mois après ces événements, le calme est revenu, la cohésion sociale aussi. Les commerçants ont repris leurs activités sur les sites du marché incendié. Les agents de la mairie sont relogés au centre culturel. Pour accompagner toutes ces initiatives, le maire de la ville de Soubré décide de regagner les siens. Un retour sur fond de décrispation et de renforcement de la cohésion sociale. Un moment qui a permis à toutes les couches sociales de se retrouver et de faire des propositions pour la stabilité dans la région de la Nawa. Jeunes, femmes, guides religieux et chefferies traditionnelles ont tous fait des propositions pour que cette situation ne se reproduise plus jamais à Soubré. Le maire de Soubré a invité la population à la culture du pardon et à promouvoir les valeurs de solidarité et de cohésion. Inviter la population de Soubré et au-delà de Soubré, toute la Côte d'Ivoire, à ne plus s'attaquer, n'est-ce pas, aux édifices de l'État. C'est un bien commun, c'est un bien public qu'on ne doit pas saccager. Voilà, donc je voudrais lancer cet appel pour que la population ait raison gardée. Il faut qu'on encourage le président de la République dans sa politique de construction de la Côte d'Ivoire. Il ne faudra pas qu'on détruise ce qu'il construit pour nos enfants. Pour ce retour du maire de Soubré, Lassine Traoré était accompagné des représentants de sa famille politique, le RDR, et d'une délégation de l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Nous exhortons toute la population ivoirienne à respecter l'esprit civique, à respecter les biens d'autrui et à respecter la vie des Ivoiriens. Cette rencontre a permis de ressouder les morceaux et de soigner les plaies pour un nouveau départ. Un nouveau départ qui va booster le développement de la capitale régionale, la Nawa. Plus que quelques jours avant la fête de Pâques 2018 et bientôt la 5e édition de Pâquino régional du Bélier. Universitaires et chefs traditionnels préparent ensemble l'événement. Il est lancé ce 27 mars le concours régional du reportage humanitaire. Il vise à intéresser les journalistes aux questions humanitaires. C'est un concours ouvert à l'ensemble des radios des pays francophones, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée et le Togo. Il s'agit des radios nationales, commerciales, communautaires et rurales, des radios de proximité et web radio. Organisé par le CICR, le concours récompense les 3 meilleures productions radiophoniques. Elles doivent traiter des thèmes dignité de la personne détenue ou mieux protéger le personnel médical et les patients lors des situations de violence. Les résultats seront connus le 5 juillet prochain.
Dans l'actualité internationale, la haute cour sierra-léonaise a validé la tenue du second tour de l'élection présidentielle. Les préparatifs avaient été suspendus suite à une requête d'un juriste du parti au pouvoir. Mais le vote a finalement été reporté au 31 mars. Face à face, Samura Kamara et Julius Maada Bio. Washington se joint à la plus vaste expulsion de diplomates russes de l'histoire. 60 ressortissants russes présentés comme des espions sont expulsés des États-Unis. Cette mesure a été décidée conjointement avec 22 autres pays après l'empoisonnement de l'ex-espion Sergei Skripal en Angleterre. En tout, plus de 110 ressortissants russes expulsés par ces pays. Face à l'ampleur et à la fermeté de cette réponse, Moscou dénonce des accusations infondées et promet des mesures de rétorsion dans les prochains jours. Et voilà pour ce 20h. Merci de votre attention. Portez-vous bien.